ils occupent la scène médiatique, c'est-à-dire qu'on en parle énormément et on en disserte, et il en est question dans beaucoup de discussions, mais ça, paradoxalement, ça ne contribue pas à clarifier les apports réels et la façon dont ça va fonctionner. Donc, c'est un petit peu l'objet de ce Visiocafé ce matin, c'est-à-dire d'essayer de soit dissiper les idées reçues, soit de préciser des choses autour de cette nouvelle technologie. Naturellement, la 5G s'inscrit aussi dans cette montée préoccupante, à mon sens, de mouvements anti-science, de mouvements d'irrationalité, en tout cas d'une méfiance, peut-être expliquée, si ce n'est justifié, mais d'une méfiance envers la technologie, d'une méfiance systématique et d'une sorte de retournement qui me paraît totalement nouveau, hein, ça date de quelques mois, quelques années, sur une position vis-à-vis des technologies qui jusque-là était plutôt, en tout cas depuis le XXe siècle, relativement enthousiaste, avec des effets qu'on a pu voir dans notre vie courante. Et je crois que les effets dans la vie courante, les cas d'usage, c'est précisément ça dont il faudra qu'on parle ce matin. Alors nous avons trois invités qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation aujourd'hui. Nous les remercions. Patrick Cristofini, qui est médecin, docteur Cristofini, qui est vice-président en charge de la stratégie de la start-up Well Connect. La puissance là. Évidemment. Avec nous par téléphone. Peut-être qu'il a pris, mais tout va bien, pas de température. Autant, ils empêchent le même de parler. Il y a aussi Roxane Adl-Eguier, qui est directrice du domaine de recherche Digital Society chez Orange, et que nous saluons. Et Jacques Biot, est-ce qu'on dit bio ou biot? Je me demande toujours. On dit bio. D'accord. Qui est ancien directeur exécutif de l'école polytechnique et administrateur de Huawei France. Alors, j'aurais envie de commencer par interroger. On sait que l'IA a besoin d'énormément de données pour se nourrir et que c'est la force d'ailleurs des grandes sociétés numériques, des GAFA, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils peuvent utiliser leur grand nombre, leurs milliards d'utilisateurs pour arriver à nourrir des algorithmes qui augmentent leur efficacité dans le fonctionnement. Est-ce qu'il y a un rapport entre les données et la santé? Et à quel moment la 5G va pouvoir être capable de jouer un rôle dans cette utilisation des données pour la santé? Donc, qu'est-ce qui commence? C'est moi? Patrice, oui, c'était oui, absolument. Ok, alors, alors donc, écoutez, il y a d'abord, la santé est un secteur qui est en plein mouvement. Donc, je sais pas. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Donc, la santé est un secteur qui est en plein mouvement pour différentes raisons. Alors, la première chose, c'est qu'on a tous un vieillissement des populations. Le vieillissement des populations qui est un peu constaté entraîne évidemment de plus en plus de maladies chroniques. Et toutes ces maladies chroniques vont bien entendu être amenées à devoir générer énormément de données. Vous rajoutez le contexte actuel, c'est que nous allons vivre maintenant, et on en a une illustration avec une société de risque et la crise sanitaire. Et ce sont des crises sanitaires mondiales, et il va falloir aussi, bien entendu, coordonner énormément de données. Et puis, il y a un grand paradigme dans la santé, c'est que le patient devient un grand fournisseur de données. Initialement, on était toujours sur une logique, les hôpitaux fournissent les données, mais maintenant, les patients sont un petit peu partout et il va y avoir énormément de données sur un axe patient, professionnel de santé. Donc, au total, quand vous voyez le contexte et vous rajoutez maintenant ces notions de crise sanitaire au niveau mondial qui vont nécessiter des partages et des échanges, on imagine bien que la quantité de données qui va circuler concernant la santé au sens large, le soin, mais aussi la prévention, le bien-être et tous ces sujets. Donc, grosse quantité de données. On appelle ça le Big Bang, hein, donc biotech, nanotechnologie, nouvelles technologies de l'information et de la communication avec la télémédecine, et puis la génomique, toute la médecine prédictive. Tout ça vous laisse imaginer que dans les 10 à 15 ans, les quantités de données qui vont circuler vont être énormes. Donc moi, je dirais, nous avons en plus un développement des objets connectés qui a mis un peu de temps à démarrer, mais qui s'accélère beaucoup. Alors, c'est beaucoup partie de la prévention, des montres, des bracelets, mais de plus en plus, on voit évoluer les objets connectés pour suivre des maladies chroniques, du diabète, du cancer, de l'hypertension. Donc, ce sont des marchés, et donc on va partir finalement avec un afflux de données de patients
vieillissement, maladie chronique, suivi à domicile, contact du domicile avec l'hôpital. Donc le nœud de données ne sera plus hospitalier, il va être un petit peu beaucoup plus éclaté. Et donc, bien entendu, se pose la question de ce que fait la 5G. Actuellement, avec la 4G, avec la fibre, on arrive déjà à faire de la télémédecine, on arrive déjà à faire pas mal de choses. Il est certain qu'il y a deux domaines qui poussent beaucoup à l'accélération dans les professions de santé actuelles. C'est tout le segment de la téléchirurgie, de la robotique, et puis la radiologie et l'imagerie, où le besoin de partager des clichés, d'avoir de l'expertise, nécessite quand même des gros débits. Mais si vous tenez compte de tout ce que je viens de dire, l'afflux de données va être tel qu'il est évident qu'il va falloir une technologie 5G qui va plus vite, qui sécurise aussi les points d'échange. Et puis, quand vous parlez de chirurgie et de robotique, les temps de latence, les temps de réaction sont importants. Donc, la 5G, ça amènera certainement un plus dans l'explosion, la rapidité et la volonté de partage des données. Voilà. Mais déjà, avec l'existant, il y a déjà des disciplines qui commencent à fonctionner. Mais l'augmentation et la surcharge de données qui va circuler au niveau mondial va nécessiter plus de rapidité, plus de sécurité. Voilà. Merci. On comprend vraiment que la médecine de demain, celle des 4P dont on parle beaucoup, qui est prédictive, Oui. personnalisée, etc., elle a besoin d'énormément de données et ces données, elles ne peuvent venir que d'un saut technologique qui permet de connecter les choses entre elles. Et on va l'exiger de plus en plus parce que ça va être la clé d'une augmentation de la santé publique et d'une réponse évidemment au problème, notamment de la dépendance, hein, effectivement. Oui. J'ai envie de poser une question maintenant à Roxane Adleguier. On parle d'échange de données, mais est-ce qu'en France, justement, ces données, dès qu'on parle de données de santé, on dit ah, attention, ce sont des données extrêmement sensibles. C'est un petit peu la raison d'ailleurs qu'on invoque quand on explique l'échec complet pour l'instant du dossier médical personnalisé. Est-ce que c'est d'ailleurs le cas? En tout cas, on a tellement peur des données, on la touche tellement, pour paraphraser Montesquieu, avec une main tremblante, qu'on ne s'en saisit pas aujourd'hui. Donc, quelles sont les barrières législatives? Est-ce que le RGPD, par exemple, permet ce partage des données? Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont souhaitables pour qu'on puisse, avec la 5G, profiter de ces bienfaits à fond? Effectivement, on a parlé du fait que la 5G permet de collecter énormément de données. Elle permet surtout de les transporter, mais aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, le transport de ces données est possible par la fibre, par la 4G. Il y a assez facilement et naturellement, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Ce qui est important de savoir, c'est que pour utiliser ces données, il faut un consentement clair et éclairé des utilisateurs. On l'a vu avec l'application Stop Covid qui ne garde aucune donnée, qui n'enregistre aucune identité personnelle. Les personnes ne l'ont pas autant téléchargé qu'on le voudrait, qui aurait pu nous aider aujourd'hui à peut-être mieux gérer la deuxième vague. Les personnes n'ont. C'est une question aussi de confiance. Effectivement, il y a la réglementation RGPD, les règles d'éthique qui permet de ne pas faire n'importe quoi avec n'importe quelle donnée des personnes. Mais les données de santé et la santé des personnes, c'est très personnel et très privé. Donc, tant que les personnes ne sont pas vraiment éclairées, alertées sur à quoi va servir leurs données et comment on va les utiliser. Est-ce que ça va partir ailleurs chez d'autres pour, je ne sais pas, vous envoyer de la pub ou autre? Le consentement est beaucoup plus difficile et heureusement parce que la réglementation nous permet de garder une éthique dans la gestion de la santé et dans les recherches en matière de santé et ça nous permet d'être protégés, de protéger tous les citoyens dans ce domaine. En ce qui concerne la 5G, comme on l'a dit tout à l'heure, la 5G effectivement est surtout intéressant pour les cas d'usage qui nécessitent du haut débit et de basse latence, c'est-à-dire
une transmission des paquets entre deux endroits sans couture et sans délai. C'est plutôt dans les cas effectivement où on a besoin, dans une ambulance par exemple, de connecter la personne qui prend soin du malade avec les personnels soignants de l'hôpital en temps réel quand le diagnostic de santé est engagé. Sinon, si c'est une montre connectée, si c'est des données qui sont vraiment des données de sport, des données de suivi de la personne telle qu'on peut l'avoir sur certaines montres connectées, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir du temps réel et de l'immédiateté. On peut attendre de rentrer à la maison et de brancher son Wi-Fi et d'envoyer les données. Donc, il faut, voilà, la 5G, c'est super. Effectivement, ça va nous permettre de faire plein de choses. Mais ne pas penser que la 5G va nous sauver de toutes les problématiques aujourd'hui qu'on pourrait rencontrer en matière de santé. C'est pas le cas aujourd'hui. Déjà, la 4G, la fibre et la DSL nous le permet déjà, et heureusement. Si je comprends bien, vous dites que la 5G ne nous dispense pas d'une réflexion sur l'efficacité, le partage des données, sur la structure réglementaire ad hoc à mettre en place. C'est exactement. Alors, la structure existe, hein, ce n'est pas à mettre en place. La structure existe avant même le boom des données. Heureusement, hein, ça nous protège déjà. Il n'est pas facile aujourd'hui d'avoir des données comme ça librement et d'en faire n'importe quoi. Dans mes projets de recherche, quand nous travaillons avec les professionnels de santé, pour chaque patient, on l'avertit, il y a un consentement éclairé qui se fait, une signature qui se fait, et on définit exactement ce qu'on va faire avec les données et quelles données on va utiliser, à quel but. Et ils ont toujours le droit d'ailleurs d'annuler leur consentement à n'importe quel moment. Et c'est très bien comme ça, puisque les citoyens sont protégés dans leur quotidien. Bien sûr. Alors, je me tourne maintenant vers Jacques Biot. On parle de médecine et de 5G. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce lien entre l'homme et la machine, entre le quotidien du médecin, des professionnels de santé et la 5G? On a l'impression que dans le grand public aujourd'hui, la 5G, elle est avant tout perçue comme une menace à travers des fantasmes qui sont un peu vieux d'ailleurs sur les ondes électromagnétiques ou des choses comme ça, voire des fantasmes carrément complotistes sur la façon dont la 5G va être utilisée, mais on manque de cas d'usage positifs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dessiner comme santé de demain avec la 5G? Merci Olivier. D'abord, bonjour à toutes et tous, à la fois à celles et ceux que je ne connais pas encore, et puis aussi aux nombreux amis que je vois sur la liste des connectés. Je crois que la question est très bonne, Olivier, et je pense qu'une des problématiques aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment éviter d'être dans le technology push. C'est-à-dire que la 5G, ce n'est pas la 5G pour faire plaisir aux ingénieurs qui ont inventé la 5G, c'est une technologie pour libérer les gens, pour faire en sorte que les usages professionnels qui ont besoin de communication soient rendus plus fluides. Alors aujourd'hui, on parle à un public qui s'intéresse à la santé, et donc ce qui est très important, c'est de comprendre ce que sont les attentes des médecins. Moi, je vois dans mes activités professionnelles beaucoup de médecins, à l'hôpital surtout, mais pas seulement. Il faut penser à ce que sont les attentes des patients. On est tous potentiellement patients, on a des échanges avec nos médecins. Il faut penser à ce que sont les attentes du système de santé qui est quand même en pleine réforme. On vient de sortir d'un Ségur de la santé. On a vu l'impact de la Covid sur, j'allais dire, la réflexion des citoyens. Alors, quand on regarde, on voit bien qu'une des principales problématiques aujourd'hui du médecin, c'est qu'il est écrasé de tâches administratives. Et donc, ça, c'est son vécu à lui. Je crois qu'il y a une enquête récente, je crois, de Mutuelle Santé qui montre que 85% des médecins trouvent qu'ils passent trop de temps à faire des tâches administratives. Ça représente un grand nombre de consultations par semaine qu'on passe non pas en face d'un patient, mais qu'on passe à faire de l'administratif. Et quand on est patient, on voit bien aussi que très fréquemment, on n'a plus l'impression d'être en interaction avec le médecin. On a le sentiment que le médecin parle à son écran d'ordinateur, il regarde son clavier, il ne regarde plus son patient. Ça, c'est une vraie problématique et je crois que les médecins aspirent à retrouver du lien avec leurs patients, à sortir de leur ordinateur
Et pour ça, il faut vraiment que les données remontent directement sur l'ordinateur. Ce qu'on ne souligne pas assez, mais ça a été souligné par les deux orateurs précédents, c'est que la 5G, ce n'est pas juste plus de débit. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, presque anecdotique et ce n'est pas une nouvelle génération. C'est avant tout une capacité à connecter avec des objets qu'on appelle des objets connectés, qui vont être des détecteurs, qui vont être des détecteurs miniaturisés, qui vont pouvoir collecter des données. Alors, ça joue dans le climat, ça joue dans le transport, ça joue dans la médecine. On va avoir des détecteurs miniaturisés qui vont pouvoir collecter les données et qui vont parler directement avec l'ordinateur et remonter les données, voire même alimenter ce qu'on appelle des boucles fermées, c'est-à-dire faire en sorte que des traitements se mettent en place. Et tout ça, c'est du temps qui va être économisé au médecin, qui n'aura plus besoin de se reporter à des chiffres et à les remettre dans un dossier. Mais j'allais dire, il va avoir directement les données. Un certain nombre d'équipements vont pouvoir se développer pour faire en sorte que le traitement du patient soit adapté en fonction d'algorithmes qui auront été testés, bien sûr, qui ont été validés. On voit apparaître ça beaucoup en imagerie aujourd'hui, demain en thérapeutique. Et donc, voilà, premier effet très fort, c'est sur la relation médecin-patient. La 5G, elle va libérer le médecin de tout ce temps de saisie qui est un temps qui est pour lui vraiment un temps extrêmement, j'allais dire, délétère pour son moral, pour son activité. Deuxième avantage, les essais cliniques. On se plaint tous que les médicaments sont développés trop lentement. Il faut voir qu'un essai clinique, c'est quelque chose d'extraordinairement coûteux, long et parfois incertain, parce que ça repose sur une collecte de données considérable, puisqu'en gros, on part d'un effectif qui est un effectif certes important, mais qui est beaucoup moins important que la totalité de la population. Et donc, pour être certain que le médicament est à la fois efficace et sûr, on a besoin de collecter beaucoup plus de données que celles dont on aurait besoin en vie quotidienne pour identifier les effets secondaires potentiels, des choses comme ça. Tout ça, c'est là encore des milliards j'allais dire, de données qu'il faut collecter. Et pour ça, aujourd'hui, tout ça est encore très manuel, même s'il y a des gros progrès qui sont faits, même s'il y a des entreprises comme Medidata qui se développent, qui vont effectivement automatiser le processus. Mais là encore, on a besoin de connecter directement la collecte des données sur le patient avec les systèmes, de façon à éviter tout ce travail très fastidieux qui est aujourd'hui fait par des êtres humains qu'on appelle des attachés de recherche clinique, qui transfèrent les données, en gros, de l'outil de mesure jusque dans le dossier du patient. Et donc là encore, une automatisation et une sécurisation du processus d'essai clinique. On pourrait parler, mais je pense qu'il y aura des questions là-dessus, de tout ce qui tourne autour de l'organisation des territoires. Patrice a parlé tout à l'heure de la téléchirurgie. Bon, c'est clair qu'il y a vraiment des bénéfices très importants à trouver dans j'allais dire, dans le fait qu'on puisse faire communiquer entre eux les médecins dans des territoires éloignés avec les centres de référence. Mais je m'arrête pour l'instant. Oui, j'allais dire, alors j'en profite pour dire à tout le monde que vous pouvez poser, comme certains ont commencé à le faire, c'est très bien, poser des questions dans la barre de dialogue. On va pouvoir les prendre, mais avant, moi j'en avais une justement autour de cette question assez critique des déserts médicaux, naturellement, qui touche celui de la désertification territoriale de façon plus large, économique, industrielle, comme on le sait, puis les départs des services publics. On sait que le fait de ne pas avoir d'équipements médicaux, ça peut accélérer évidemment cette désertification. En quoi, et je pose la question aux trois, peut-être un peu plus à Roxane, mais je ne sais pas, peut-être que d'autres auront des réponses, à Patrice aussi, la 5G peut être un motif d'espoir. Bien sûr, ça ne réglera pas tout et ce n'est pas aussi simple, mais un motif d'espoir justement pour arriver à connecter ou à donner accès à des services de santé à des gens qui aujourd'hui en sont éloignés. Encore une fois, je suis bien sûr, aujourd'hui, les recherches qu'on mène sont notamment sur les cas d'usage, vous voyez, dans les questions des cas d'usage, notamment en matière de santé avec la 5G. Donc, je le prône pour des cas d'usage particuliers. Je pense que le problème des déserts médicaux, ce n'est pas forcément un problème de connectivité. Effectivement, on l'a vu, la télémédecine aide beaucoup à rapprocher le patient avec les médecins qui n'ont pas l'occasion d'être à proximité. Mais
disons que le problème des déserts médicaux, c'est le problème que justement, il n'y a pas de médecin sur place. Et personnellement, je ne vois pas comment, avec une connectivité, quelle qu'il soit sa connectivité, un médecin pourrait ausculter, au vrai sens du terme, un malade. Alors, Ça permet bien sûr je vois de que- guider le malade dans un premier temps, de prédiagnostiquer des choses. Il y a certainement dans l'Assemblée des médecins qui savent mieux que moi, mais à distance, palper le ventre, le malade ne pourra pas le faire. Donc, Pardon, je vois que Guy Valencien est connecté, et Guy Valencien enfin, porte depuis longtemps une proposition, vous savez, autour des infirmières en pratique avancée, qui reçoivent une formation spéciale et qui peuvent être justement ces personnes qui vont accompagner, enfin, qui vont remplacer évidemment les médecins, mais pouvoir travailler en collaboration avec eux à travers les machines. Voilà. Je ne sais pas si Guy, d'ailleurs, qui est connecté, nous écoute et veut réagir là-dessus, mais je pense que ça fait partie des sujets importants, parce qu'autour de ça, on avait parlé déjà au Sénat, je me souviens, il y a quelques temps. Si je peux juste faire un commentaire, Patrice Christofini, effectivement, nous avons un problème, c'est la ressource médicale qui est réellement le point bloquant. Ses problèmes de démographie, deux, son inégalité de répartition au niveau des régions. Alors là où on pourrait se dire, c'est se dire que pendant la crise Covid, on a vu, il y a eu beaucoup effectivement de téléconsultations, c'était surtout de la visio. Ce qui est extrêmement important maintenant, c'est d'y joindre les objets connectés, de remonter des données pour que les médecins puissent avoir un peu plus d'éléments lorsqu'ils font une téléconsultation et qu'ils conseillent leurs patients. Et effectivement, la nécessité de prendre des données au plus près, chez BeWell, on a des dispositifs qui permettent de faire ça, de monitorer, de remonter la tension, la saturation, la température, d'envoyer les données aux médecins à distance et de permettre aux médecins de déclencher la téléconsultation avec en plus des données médicales importantes. Évidemment, on ne peut pas remplacer la palpation et le meeting physique, mais disons qu'on peut déjà rendre la téléconsultation plus intelligente en y remontant des données. Mais pour cela, effectivement, lorsque ça va prendre son rythme de croisière et monter en puissance, on pourra se poser peut-être la question de… Alors, ça dépend ce qu'on remonte comme données. Si c'est une petite tension, une température, ce n'est pas des gros fichiers. Quand vous commencez à remonter des données plus importantes ou à connecter des centres médicaux avec des cabinets ou faire de l'imagerie, là, effectivement, je reviens, la gestion de la quantité de données sera importante. Mais il faut savoir qu'on va de plus en plus soigner les gens au domicile, qu'il y aura effectivement des nouveaux métiers, des infirmières de pratique avancée, il y a des pompiers, il y a des secouristes qui vont prendre des mesures et les envoyer aux médecins de régulation. Donc, il va y avoir de plus en plus de données qui vont circuler et puis effectivement des transferts de compétences et des nouveaux métiers. Alors, les questions commencent à se multiplier. J'en suis très content. Elles sont toutes très intéressantes, mais j'ai envie de prendre la dernière. Ça ne veut pas dire que le dernier qui parle a raison nécessairement, mais c'est Fred Panchaud qui nous demande est-ce qu'on peut citer des cas d'usage concrets de mise en œuvre. On sait qu'il y a des pays qui sont d'ailleurs déjà connectés en 5G. Il y a aussi des principautés, parce qu'on m'a dit que Monaco l'était d'ores et déjà. Je crois que c'est le cas de la Corée, naturellement, du Sud. En Chine, je ne sais pas où ça en est, mais est-ce qu'on a des cas d'usage concrets? Est-ce que Roxane, Patrice ou Jacques, vous avez des… Ce qu'on peut dire, on peut citer un exemple qui est encore expérimental, mais qui a été réalisé en Chine par des chirurgiens, qui est un exemple de téléchirurgie. Bon, on sait que la chirurgie par robot se développe de façon considérable. Dans le domaine, par exemple, de la prostate, aujourd'hui, il y a énormément de prostatectomies qui sont réalisées par des robots. Et le robot, en gros, vous avez le patient qui est à quelques mètres du médecin, qui est lui avec ses lunettes de réalité virtuelle. Bon, aujourd'hui, tout ça se passe quand même dans un bloc unique. On voit bien, on sait qu'il y a une tendance très forte pour aller vers des centres de référence et que si vous avez un cancer, une maladie cardiovasculaire grave, vous avez envie d'être traité par des chirurgiens qui ont une grosse expérience. On sait que l'expérience est quelque chose de très important en chirurgie. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de contradiction entre le souci de faire en sorte que tous les patients soient bien traités, y compris dans les territoires, et puis le fait d'aller vers des centres de référence.
Et donc, on voit que la téléchirurgie va être une réponse à cette question-là. Parce que vous pouvez très bien imaginer d'avoir un robot installé quelque part dans le Kera. Pour ceux d'entre vous qui sont allés faire, je ne sais pas, des courses en raquettes dans le Kera, on sait que le Kera, c'est plus loin que le Proche-Orient, c'est plus loin que le Liban ou qu'Israël. Il faut plus d'heures pour atteindre le Kera que pour atteindre la côte est de la Méditerranée. Donc, c'est extrêmement reculé. Et il n'empêche que vous pouvez très bien avoir un problème, une opération grave à faire dans le Kera. Bon, on peut très bien imaginer que vous ayez un robot dans j'allais dire, une localité un peu principale du Kera, et puis que ce soit un chirurgien de Marseille ou de Grenoble qui vous opère avec… Bon, mais pour ça, le problème du temps de latence est absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on n'est plus dans la téléconsultation, comme ce qu'évoquait tout à l'heure à juste titre Roxane, on est vraiment dans de la téléchirurgie, et là, le temps de latence est très important. C'est clair que si vous êtes en train d'opérer une prostate, vous n'avez pas envie, sous prétexte que le signal a mis du temps à revenir, de terminer dans la vessie. Et si vous êtes en train de travailler sur le foie, vous n'avez pas envie de terminer dans la rate. Donc, bon, il y a des exemples en Chine où, à plusieurs dizaines de kilomètres, des chirurgiens ont effectué via la 5G une lobectomie partielle du foie chez un porc, mais une opération qui n'a été possible que parce qu'on passait en 5G et non pas par des systèmes de transmission plus lents. Donc, vraiment, cette question du temps de latence est très importante. Oui. Oui, mais, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, sinon on peut prendre d'autres questions. Alors, j'en ai vu qui concernaient l'organisation de l'hôpital. Pourquoi c'était Arnaud Janin, comment expliquer le peu d'intérêt des acteurs hospitaliers pour les bacs à sable, l'expérimentation et les cas d'usage. Parce que c'est quand même la question des freins aujourd'hui qui se pose beaucoup dans l'adoption de cette technologie. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que ça ne progresse pas beaucoup, qu'il y a même beaucoup d'opposition, même chez des professionnels de santé? Est-ce que ce serait parce qu'ils y voient une forme de, pas d'ubérisation, mais en tout cas de remplacement d'une partie de leur utilité, ou est-ce que c'est tout à fait médisant de ma part de penser ça? Alors, je vais essayer de répondre, Patrice Sophie. Non, je pense que c'est parce qu'on a un changement de paradigme, c'est que les patients ou les citoyens s'approprient de plus en plus la santé. Et donc, ils veulent de plus en plus être acteurs de leur santé et s'y intéressent. Tous les sondages d'opinion l'ont montré. C'est un thème qui est prioritaire. Les gens s'intéressent de plus en plus à la prévention, à leur hygiène de vie, à leur alimentation, à bien vieillir. Le message de la prévention, de la prédiction, c'est de plus en plus de progrès. Donc, le problème, c'est que jusqu'à présent, nous en France, on avait un système très très axé sur le soin. Et l'hôpital était le nœud gorgien de tout notre système. Et on l'a d'ailleurs vu pendant la crise Covid avec la réanimation, les livrets A. On a une réponse qui est très orientée soins et parce que ça a été notre système. Il y a des tas d'évolutions maintenant où on a une approche un peu plus, on le voit dans les pays d'Asie, où il y a une approche de prévention et de prédiction qui est plus développée dans l'approche santé. Donc ça, c'est la première remarque. Et puis la deuxième remarque, c'est que effectivement, peut-être que le paradigme du système de santé se déplace de plus en plus vers la mobilité, le domicile, concernant la production de données, et l'hôpital devient un nœud relais. Donc c'est cette révolution un petit peu culturelle, ce changement de paradigme qui secoue un petit peu les process et les habitudes. Mais de mon point de vue, les professionnels de santé ont de plus en plus envie de partager et d'échanger. Après, c'est les lourdeurs, les contraintes, le fait que l'hôpital a beaucoup de firewall, il doit protéger ses données. Et le décloisonnement n'est pas encore simple, mais la technologie est prête. Après, c'est les usages qui doivent driver. Et c'est bien le couple patient-médecin qui doit driver ça, parce que le patient ne peut pas fonctionner sans son professionnel de santé. Voilà. J'ai l'impression que c'est là que la technologie rencontre les questions de réforme du système de santé, qui sont les questions organisationnelles, humaines, évidemment. Oui, si je peux intervenir, Olivier, bon, je crois vraiment, pour l'instant, on ne peut pas blâmer l'hôpital. D'abord, il a eu beaucoup à faire, et puis avec des moyens dont on sait qu'ils sont insuffisants. Derrière ça, des cas d'usage, ça suppose effectivement que la 5G soit déployée, et donc on voit bien que s'il y a des résistances, elle sera déployée plus tard, et on aura les cas d'usage plus tard que dans d'autres pays. Deuxième point, c'est que
c'est très important d'avoir justement une industrie des applications de la 5G. C'est-à-dire qu'au fond, la 5G, c'est une infrastructure qui porte effectivement les données et qui permet aux objets connectés de communiquer entre eux. Mais derrière ça, ce qui est important, c'est de développer, et ça, la France en a la capacité. On n'est pas dépendant des Chinois, dépendant des Américains, dépendant des Suédois. La France a la capacité de développer des applications de la 5G. Simplement, si on veut développer les applications de la 5G, il faut l'adopter, il faut la réguler, bien sûr, comme toute, j'allais dire, comme toute industrie d'infrastructure. Et puis, derrière ça, il faut favoriser le développement des applications de façon à avoir des applications qui seront, j'allais dire, testées, inventées, testées, validées par les chirurgiens français, les médecins français, les patients français, les régulateurs français. Donc, je crois que la réponse, en termes de politique industrielle, c'est très important. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas pleurer, on ne va pas reconstruire une industrie des infrastructures de la 5G en quelques semaines ou quelques mois ou quelques années en France. Mais par contre, on a la capacité de développer les applications et c'est ça qui est très important. Simplement, pour ça, il faut qu'il y ait l'infrastructure. Pour compléter, pour développer, j'ai vu dans les questions, aujourd'hui, il existe et nous avons des contrats de recherche européens, notamment il y en a un que j'ai en tête, 5G Tour, dans lequel un consortium de partenaires composé effectivement des hôpitaux, des médecins, des industriels comme nous, qui travaillons sur des cas d'usage de la 5G dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'hôpital, parce que l'hôpital aussi, en dehors de diagnostic, a besoin dans le futur de la 5G. Pour justement ajuster, fine-tuner, si on peut dire, la 5G pour ce type de cas d'utilisation. Et je vous rassure, les médecins qui travaillent avec nous sont très volontaires et viennent vers nous. C'est un peu aussi normal, les médecins, leur but ultime, c'est de soigner les malades et pas forcément de jouer avec la techno. Et c'est notre rôle à nous, l'écosystème technologique autour de la 5G, la connectivité, des applications, de mettre à leur disposition des cas d'utilisation plutôt simples. C'est jamais simple de soigner et d'utiliser la techno, mais plutôt simple pour les utiliser. Et c'est vrai que ça prendra du temps, il faut former, il faut travailler avec eux, mais rassurez-vous, aujourd'hui, on en a beaucoup de volontaires pour travailler avec nous sur ces cas d'usage et le jour où ils seront matures et mûrs, eh bien, ils seront mis complètement à disposition de tous les médecins, en tout cas en France et en Europe. Justement, il y a Robert Charby qui parle de la 5G, de la dépendance, du maintien à domicile pour les personnes âgées. Évidemment, on pense au monitoring de données de santé, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a concrètement des choses, parce qu'on en parle beaucoup, moi, évidemment, ça fait fantasmer tous les gens on est à peu près tous à avoir des personnes âgées dans notre entourage et on voit bien combien le maintien à domicile est important et combien finalement aujourd'hui on en est encore pour beaucoup à des technologies qui existaient déjà, on a l'impression, il y a 30 ou 40 ans. Quand est-ce qu'un progrès palpable peut arriver de ce côté-là ? Je peux répondre puisque j'ai quelques sujets de maintien à domicile effectivement dans mes projets de recherche qui ne sont pas axés sur la 5G particulièrement, mais plutôt axés sur la connexion entre la personne âgée et pas forcément âgée, ça peut être une personne dépendante qui n'est pas forcément âgée, avec les personnes qui s'occupent d'elle, comme les personnels soignants, sa famille, etc. Il y a énormément de cas d'usage justement que nous on traite et d'autres traitent aujourd'hui. On travaille avec des CCAS pour justement tester et regarder ce qui est le plus opportun. Effectivement, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui et demain de pouvoir avoir là pour le coup des technos plutôt simples à utiliser puisque une personne dépendante n'est pas forcément technophile ni scientifique.
Donc, effectivement, c'est un sujet aujourd'hui qui est vraiment important et géré chez nous. On regarde, par exemple, la routine de déplacement d'une personne dans sa maison sans justement transmettre les données à quelqu'un à l'extérieur, mais garder en centrale dans la maison où on peut ensuite les analyser sur place. Pour détecter si à un moment cette routine elle a changé, éventuellement de créer une alarme ou ou prévenir quelqu'un que cette routine-là elle est changée, peut-être que la personne est tombée. Mais ces technos existent déjà pour la personne isolée dans l'industrie, dans les usines, mais on les travaille sur les personnes dépendantes à la maison. On regarde aussi si le comportement des personnes avec leur téléphone a changé. Par exemple, si les personnes, on compte les nombres d'appels, par exemple, des personnes avec leur consentement, toujours, je le précise, on a des expérimentations. Et si la personne, d'un seul coup, change de comportement du jour au lendemain pendant une semaine, eh bien, c'est que quelque chose s'est passé dans sa vie. Et dans ce cas, on pourrait remonter pas une alerte, parce que ce n'est pas toujours grave, mais demander à la personne ou aux personnes qui s'occupent de lui de vérifier que tout va bien. Bien sûr, tous ces travaux se font avec les personnels soignants et avec le consentement pas forcément des malades, mais des personnes dépendantes qui ne sont pas toujours malades. Alors, il y a pas mal de questions, j'ai l'impression, autour des questions de souveraineté, qui peut-être est liée aussi à l'emplacement des données, l'endroit où elles sont traitées, qui en est propriétaire. Peut-être aussi, on peut relier ça à la question de l'anonymisation, du pseudonymisation. Qui peut nous dire quelque chose là-dessus? Est-ce que la 5G, c'est une menace pour la souveraineté? Est-ce que ça fait partie des points d'inquiétude? Ou est-ce que c'est une mauvaise compréhension de ces technologies? Je peux en dire un mot peut-être pour rappeler que les données, c'est d'abord, dans un certain nombre de cas, les cas auxquels l'opinion est sensible, ce sont surtout les cas des données que les gens mettent eux-mêmes à disposition du reste du public. Donc, la première des recommandations à faire, c'est de dire, attention, vous êtes en grande partie responsable des données que vous disséminez sur les réseaux. Bon. Derrière ça, il n'y a pas de différence de nature en termes de protection des données entre ce qui se passe avec les générations antérieures et ce qui se passe avec la 5G. J'allais presque dire au contraire, dans la mesure où la 5G, on l'a dit, elle permet beaucoup de communication entre des objets connectés. C'est-à-dire qu'en fait, elle permet de sortir l'homme d'un certain nombre de processus et de faire en sorte que ce soit des dispositifs d'intelligence artificielle embarqués sur des détecteurs, des activateurs, qui permettent à ces dispositifs d'interagir entre eux avec des algorithmes qui auront été testés, bien sûr, mais avec un usage des données qui est un usage local. Donc, à la fois, il y a une quantité plus importante de données, mais toutes ces données ne remontent pas comme aujourd'hui sur des ordinateurs centraux. Elles sont traitées localement par des objets qui dialoguent entre eux. Et donc, d'un certain point de vue, j'allais dire que pas de différence de nature et surtout développement de communication entre des objets qui ont été programmés pour traiter des données de façon très, j'allais dire, industrielle ou médicale, mais j'allais dire sans qu'il y ait un humain qui mette sa patte et qui regarde ce qu'il advient à un autre individu. D'accord. Alors, je suis en train de regarder les questions. Jean-Philippe qui parle des partenariats publics-privés. Peut-être Jean-Philippe fait allusion à la capacité de déploiement dont on se demande aujourd'hui comment il va pouvoir être fait. Il y a des pays où c'est fait largement. Chez nous, on a l'impression qu'on est vraiment au balbutiement. Est-ce qu'il y a des initiatives autour de partenariats de ce type-là? Comment, pour le formuler autrement, la sphère publique et la sphère privée peuvent coopérer aujourd'hui dans ce domaine? Est-ce que non, Roxane ou Patrice? Est-ce qu'on parle partenariat public-privé dans le domaine de déploiement de la 5G ou de la dans santé. l'hôpital? Dans la santé?
donc la 5G plus particulièrement, mais c'est vrai que dans la santé, c'est aussi intéressant de façon générale. Est-ce que justement la 5G fait partie de ces nouvelles technologies qui nécessitent, qui requièrent ces partenariats publics-privés dont on sait que parfois ils marchent bien chez nous, parfois malheureusement un peu moins bien? Je pense, je ne sais pas, je ne suis pas dans les hautes sphères de l'État, mais je pense que il y aura, comme aujourd'hui ça existe d'ailleurs pour le déploiement de la 4G, il y aura des partenariats publics-privés pour le déploiement de la 5G, mais aujourd'hui je ne sais pas ce que l'État va décider avec l'ARCEP et ce qui va se passer, mais j'imagine que oui. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai le même point de vue. Enfin, il y a eu beaucoup de partenariats publics-privés dans des constructions de nouveaux hôpitaux, etc. Alors, je ne peux pas parler de la 5G parce que c'est encore trop tôt. On l'a pas forcément beaucoup dans le radar pour l'instant, mais si on imagine des nouvelles maisons, des nouveaux centres connectés, des risques dépendants, des points santé pour donner l'accès aux services de santé à distance quand il n'y a plus de médecins, est-ce qu'il y aura des nouveaux centres, des nouveaux projets, c'est à voir. Mais pour l'instant, disons que je suis un peu comme Roxane, je vois pas encore le sujet poindre son nez de manière précise. Effectivement, j'en ai parlé. Aujourd'hui, il existe des partenariats publics-privés. Je ne l'avais pas en tête comme ça. Les projets européens de recherche concrète, les 5GPP, sont des partenariats publics-privés dans la recherche. Donc, de toute façon, les uns auront besoin des autres pour faire avancer ces sujets-là. Donc, voilà, il y en aura. Après, les modalités seront définies en fonction des sujets. Il y a quelques questions intéressantes sur le risque cyber. On parle effectivement de piratage, soit de piratage pour voir, soit de piratage pour manipuler. Évidemment, quand on parle de télémédecine, ça fait frémir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que là encore, c'est un fantasme? Est-ce qu'on augmente les risques? Je peux juste dire un petit commentaire. Il y a eu effectivement quelques affaires qui sont sorties, je crois, dans la transmission d'objets connectés, de données qui pourraient être un peu modifiées ou travaillées dans la circulation sur le réseau. Je crois qu'il y a une affaire aux États-Unis autour d'un truc de diabète. Donc effectivement, le sujet a été un petit peu évoqué, d'être sûr de la qualité et quand la donnée va circuler dans le réseau, comment on la sécurise. Voilà. Il y a eu effectivement quelques affaires qui ont été remontées dans la presse internationale. Notamment, il y a eu un ou deux groupes américains qui ont été un peu mis en cause. Je crois que c'était dans le monitoring de diabète. Voilà. Donc, c'est vrai que ça va être un sujet important. Et c'est là que les technologies sont importantes, c'est d'être sûr que la donnée part bien de l'émission à la réception et qu'elle est reçue dans son intégralité. Donc, c'est la notion de la qualité de la donnée que l'on transmet. Il y a un peu un lien avec la question précédente sur la relation entre le public et le privé. C'est qu'au fond, le rôle de l'État, c'est clairement, et personne n'en dit ce qu'on vient, c'est un rôle des régulateurs. C'est-à-dire c'est très important que l'État joue son rôle de régulateur pour garantir au public, que ce soit le public des soignants ou le public des patients, garantir au public qu'effectivement les choses sont contrôlées et qu'il n'y a pas de fuite possible. Donc, le domaine de la santé, c'est un domaine qui historiquement est régulé. Donc, et le domaine des télécommunications, c'est aussi un domaine historiquement régulé. Donc, on est au croisement de deux domaines régulés. Il faut que l'État, au niveau de l'État, les gens qui régulent la santé et les gens qui régulent les télécoms apprennent à se parler, mais ce sont des gens qui ont été bien formés, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à se parler. Et je crois que si on résume le rôle de l'État, c'est effectivement de créer les régulations qui rassurent le public. Et ça, c'est vraiment très important, on le voit bien à partir des questions. C'est de créer les infrastructures et puis de créer effectivement le dispositif de marché, parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans le domaine de la santé qui est très largement solvabilisé par la puissance publique. Là aussi, il y a un troisième rôle de l'État qui est de financer quelque part la santé des concitoyens. Et donc, il y a un troisième rôle important de l'État qui est de faire en sorte que les initiatives, celles que développe Roxane, celles que développe Patrice, celles que développeront d'autres acteurs, que ces initiatives
trouve un marché solvable et qu'on ne se trouve pas, comme ça a été le cas pour beaucoup de technologies médicales, j'allais dire en retard pour le remboursement de ces interventions ou de ces technologies par rapport à d'autres pays. Donc voilà, c'est les 3 rôles de l'État qui sont extrêmement importants. Et puis derrière ça, je crois qu'il faut faire confiance aux acteurs économiques français, industriels, scientifiques, technologiques, pour développer les solutions. Maxime Basquin parle de l'opposition, il demande s'il y a une opposition entre la démocratie sanitaire, donc l'idée que les patients vont être beaucoup plus acteurs de leur santé, et cette automatisation dont on a l'impression qu'elle pourrait, mais c'est peut-être une erreur, mais qu'elle pourrait peut-être nous dessaisir le patient, voire dessaisir les professionnels de santé eux-mêmes de décisions, de la captation ou même de la perception. Est-ce que c'est une fausse idée ou est-ce qu'au contraire, on peut imaginer que la 5G soit un adjuvant à cette démocratie sanitaire? Je ne sais pas si le terme est consacré d'ailleurs. Patrice, non? Moi, comme je le disais au tout début, et ça a été repris, on a un axe extrêmement fort. C'est ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment patient, donc le patient veut s'approprier de plus en plus et driver sa santé, mais il le fait toujours avec, de toute façon, son professionnel de santé. C'est vraiment le lien. Je dirais que le professionnel de santé est un petit peu le notaire, le conseiller par rapport à toutes les données que le patient va lui fournir. Alors, donc pour répondre à cette question, moi je dirais que la 5G pourrait… Alors là, on rejoint aussi d'autres technologies qui sont les blockchains, etc., etc. C'est ce rôle d'intermédiaire, de tiers de confiance. La chose vraiment importante, c'est effectivement la qualité de la donnée, sa sécurité, sa transmission. Alors la 5G pourrait avoir des avantages dans la sécurisation, dans l'envoi, outre l'avantage dans la rapidité, mais c'est toujours cette notion de j'émets une donnée, je la montre à mon notaire, entre guillemets, qui est mon professionnel de santé de confiance, mais cette donnée, elle est où? Elle est stockée où? Est-ce qu'elle n'avait pas été trafiquée, attaquée? Enfin, on revient un petit peu aux questions. Je ne suis pas expert, mais je pense que la 5G peut quand même amener dans l'émission et l'envoi une petite couche de sécurité dans l'émission de la donnée, mais ça ne suffira peut-être pas. Sûrement qu'il y a d'autres technos de protection dans la circulation de cette donnée dans le réseau, entre le patient et le professionnel de santé. Je me posais la question sur la différence de situation entre la France et les autres pays du point de vue de la 5G. Est-ce que tout le monde se pose les mêmes questions? Est-ce qu'on en est au même point? Est-ce que la France est très en retard, en avance? Qu'est-ce qu'il y a à penser là-dessus, sur la France, la 5G par rapport aux autres pays? Est-ce que vous avez des éléments? La seule information que j'ai, mais je sais que la Chine va très très vite dans ses déploiements. Après, sur le secteur de la santé, on en est vraiment encore au balbutiement au niveau européen. Donc, je peux pas… C'est une bonne nouvelle, on n'est pas spécialement en retard, c'est ça encore? On peut le devenir. Oui, et puis il y a toujours un intérêt de regarder ce que font les autres pour éviter les erreurs et faire mieux. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire quand c'est quelque chose qui démarre. Mais ce que j'ai pu voir de mes différents voyages en Chine, par mon passé professionnel, c'est qu'effectivement, il y a une volonté de déployer et d'aller vite côté Chine, avec toujours une stratégie de grosses bases de données et d'intelligence artificielle. Puisque pour de l'IA, il faut des grosses machines, il faut des grosses bases de données et il faut de la qualité de données aussi. Voilà. Mais est-ce que justement, ce n'est pas ceux qui nous… En France, moi, j'ai l'impression que les freins à l'adoption vont être très très forts dans la mesure où on n'arrive pas à faire ce partage de données entre professionnels, on n'arrive pas à créer ce dossier médical personnalisé et on nous explique qu'on va faire un grand bond en avant avec la 5G. Est-ce que ce n'est pas un bond qui est trop difficile compte tenu de nos difficultés actuelles ou est-ce qu'au contraire ça nous aidera à le faire? J'ai l'impression que ce dialogue entre professionnels de santé, entre même la médecine de ville et la médecine hospitalière, qui est toujours c'est un vrai enjeu, c'est l'enjeu de l'IA. On voit par exemple l'intelligence artificielle qui se développe fortement en radiologie, en imagerie. Il faut des grandes bases de données. Alors l'Europe a, de mon point de vue, potentiellement des grosses bases de données. En France, on a la base de la Sécu. Enfin, on a des choses. Le problème, c'est de pouvoir les
voilà, les agréger, de bien gérer les droits d'accès, de rester éthique dans l'approche. Mais effectivement, si on veut avoir une 5G puissante et efficace, il faut déjà pouvoir travailler sur des bases de données importantes. La France a une très grosse, je disais, la France a une très grosse expertise dans les applications logicielles. On a des talents incroyables, hein, et ça c'est reconnu au niveau mondial dans tout ce qui est. Mais à un moment, pour aller plus loin, il faut les grosses machines. Les grosses machines, on les a. Les gros calculateurs, on les a. On a une industrie européenne qui est forte. On a d'excellents mathématiciens, d'excellents développeurs logiciels. Ce qui nous manque, alors, il y a des volontés européennes. Hein. Je sais que nos gouvernants essayent de travailler, mais c'est effectivement des grosses quantités de données. Mais malgré tout, je mettrai un petit bémol, il faut que la donnée soit de qualité et bonne. Mais effectivement, la 5G ne pourra donner toute sa puissance que si on travaille sur une très grosse échelle. Et justement, est-ce qu'il y a Oui, pardon, Roxane. Oui. J'allais dire, mais en premier lieu, il faut que justement, ce que vous disiez, il faut que les citoyens adoptent, par exemple, le dossier patient médicalisé pour pouvoir avoir ces données à un seul endroit. Et ça, c'est surtout ça, je pense, qui va prendre du temps. Pour qu'on puisse avancer là-dessus. C'est aussi, je le vois, on en avait discuté avec Health Data Hub qui a pour ambition de justement être de mettre au même endroit pas mal de données de santé. Les différentes institutions qui possèdent ces données, même si pas mal de ces données sont des données appartenant à l'État, les hôpitaux, les urgences, etc. Eh bien, la réalité, c'est que le partage de ces données prend du temps. Les raisons sont diverses et variées, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas Enfin, tout le monde ne met pas à disposition ces données pour des fins de recherche, etc. Donc, et là-dessus, ce n'est pas une question tellement de la 5G, c'est une question de vouloir partager ces données et mettre à disposition pour faire de la recherche. C'est aussi la course dans la recherche qui fait que chacun veut garder ses données pour avancer sa recherche avant les autres. Je pense que c'est un des sujets qui est éternel, hein. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la 5G qui fait que c'est comme ça, ça fait partie de l'humain et de ses prédispositions à aller vers ça. La question d'Yves, c'est celle à laquelle je pensais un petit peu. Hein, Yves qui vient de poser la question autour de, à côté des effets positifs qu'on a réalisés, qu'on a évoqués, même s'il reste à développer, est-ce qu'il y a des effets qu'on peut craindre, comme une accélération peut-être du risque de contrôle social, en effet, comme il le dit. On pourrait aussi parler du risque d'ubérisation de la santé par les grands acteurs du web, dont on sait qu'ils sont lancés à 1000 à l'heure dans ce domaine, et que ces nouvelles technologies vont être un accélérateur pour eux de capacité à essayer d'en profiter. Quelles sont quelles garanties on peut donner aux gens? Est-ce qu'on peut arriver à est-ce qu'on n'est pas en train de se jeter dans la gueule du loup avec ces technologies? Heureusement qu'il y a la réglementation pour éviter que tout le monde fasse n'importe quoi. Donc, et les règles de l'éthique. Donc, encore une fois, ce n'est pas la techno qui va l'accélérer. La techno va peut-être pourra permettre de faciliter. Et encore, je ne vois pas en quoi la 5G en fera plus que la 4G aujourd'hui. Mais heureusement qu'on est dans un pays et dans un continent très réglementé et que on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Je ne vois pas en quoi la 5G le permettra davantage qu'avant à le faire. Ce qui est très important, Olivier, c'est vraiment effectivement, comme on le disait tout à l'heure en commençant, il ne faut pas être dans du technology push. C'est-à-dire que je crois que la population n'est pas prête à, se laisser. On n'est pas dans le gavage des oies. Oui. Et donc, je crois que quand les participants posent la question des cas d'usage, c'est vraiment ça la bonne question. C'est comment est-ce qu'on fait
À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte aux usagers? Une fois encore, qu'ils soient soignants, qu'ils soient patients, qu'ils soient administrateurs de la santé. Et donc, il faut vraiment travailler sur ces cas d'usage pour que les gens les adoptent. Après, toutes les nouvelles technologies, on l'a vu, j'allais dire, ça date du chemin de fer. Hein. Toutes les nouvelles technologies rencontrent des oppositions et puis après, elles s'implantent plus ou moins rapidement. Mais je pense que c'est très important d'aborder ceci, et je le dis d'autant plus librement que je suis ingénieur de formation, mais je pense que ce n'est pas la primauté aux ingénieurs, c'est vraiment la primauté aux utilisateurs. Donc, primauté, dans ce cas particulier, aux médecins, aux chirurgiens, au personnel soignant, aux infirmiers, aux infirmières, aux kinés, enfin tous les personnels soignants, aux gens qui font tourner les hôpitaux. C'est vraiment eux qui doivent dire à quoi ça peut leur servir. Il ne faut pas faire de la 5G pour le plaisir de faire de la 5G. Il faut faire de la 5G parce que ça apporte des solutions à des problématiques. Et des problématiques, on sait bien que le système de santé en a plein. Je veux dire, une fois encore, il y a eu le Ségur de la santé, on a vu les effets Covid. Donc, à la limite, il faut partir du Ségur et puis se dire qu'est-ce qui, dans le Ségur, peut être soluble par des solutions que seule la 5G peut apporter. Et c'est ça la bonne question. Et à partir de là, on verra que les réticences tomberont. Mais il faut faire tomber les réticences en montrant à quoi ça sert et puis en montrant de l'autre côté comment on régule le mésusage. Mais c'est la même chose, une fois encore, que dans tous les produits de santé et dans tous les problèmes de communication. Et effectivement, il faut ajuster à chaque cas d'usage la techno qui va bien pour transmettre des données. Le LoRa, qui n'utilise pas beaucoup d'énergie, pourrait aussi être une bonne technologie et beaucoup plus sobre. On est dans un monde où l'environnement est important. Il ne faut pas mettre de la 5G pour transmettre les données de sa montre connectée juste pour voir si on a fait du sport ou pas. Donc, il faut vraiment ajuster la bonne techno au bon cas d'usage, au bon moment pour être aussi dans la sobriété numérique, ce qui est aussi une des préoccupations au niveau de l'Europe. Oui, je dirais exactement la même chose. Tous les déploiements de projets passent toujours, quel que soit l'industriel, par une qualification du projet et un descriptif de l'usage. Quand l'usage est parfaitement défini, la techno suit et permet de résoudre beaucoup de problèmes. Alors, je reviens juste sur un point sur la régulation. La RGPD européenne fait beaucoup d'émules. Beaucoup de pays internationaux s'en inspirent. Alors, ils ne l'appellent pas RGPD. Donc, on voit quand même ce côté éthique, régulation et les caractéristiques de la santé qui peut être vécu parfois comme un frein, mais qui, quelque part, est aussi un petit peu le point d'équilibre de façon à ce que les choses ne partent pas dans des domaines sans aucun contrôle au regard de l'éthique. Et ça, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics. Voilà. Malheureusement, l'heure tourne. C'est passionnant, évidemment, on aurait pu continuer longtemps. J'espère que nous avons réussi à éclairer un petit peu le débat pour les participants. Donc, je voudrais remercier nos invités, Patrick Cristofini, médecin, vice-président en charge de la stratégie de la start-up BeWell Connect, Roxane Adleguier, directrice de domaine de recherche Digital Society chez Orange, et Jacques Biot, ancien directeur exécutif de l'École polytechnique et administrateur de Huawei. Nous n'avons pas fini de parler de ces sujets et puis on se retrouvera. Et un jour, peut-être, j'ai failli poser cette question, et la 6G, finalement, qu'est-ce que ça changera? Puisque j'ai lu quelque part. C'est dans 10 ans, 10-15 ans. Et pourquoi pas plus tard, on verra. Voilà. Je note aussi que nous avons publié une étude chez Sapiens sur la 5G qui essaye de faire état sur ses rapports avec l'amélioration du système de santé. Donc, je vous amène à la lire. Je vous encourage tous à adhérer à l'Institut Sapiens, qui est une association à but non lucratif qui a besoin de vos adhésions. Et je vous donne rendez-vous le 24 septembre dans le cadre de Sapiens Développement Durable pour notre prochain café, Visio Café Sapiens, et nous parlerons du marché des matières premières recyclables. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.